Bonjour à tous, bienvenue dans ce débrief de la 9e partie du championnat du monde d'échecs 2021 entre le Norvégien Magnus Carlsen et son challenger russe Jan Nepomniachtchi. Je vous mets directement quelques photos de cette journée. J'étais un peu en galère pour trouver des photos ce soir parce que le site Flickr, qui est un énorme site pour mettre des photos, est tombé en panne et n'est pas réparé au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc j'essaie d'en récupérer quelques-unes. Vous avez ici le lancement de la partie par le jeune grand maître indien Praggnanandhaa. Vous voyez également Bashar Kouatly qui était sur la droite de la photo. Ici on est Nepomniachtchi à la conférence de presse ainsi que Magnus Carlsen. Et à gauche de Bashar Kouatly, il y avait également Eileen Martinez, qui était responsable du tournoi des écoles, donc elle a participé Praggnanandhaa. Même si ça peut paraître bizarre, qu'un joueur aussi fort que lui, plus de 2600 Elo, participe à ce tournoi. Voilà pour quelques photos. Alors pour rappel, après 8 parties, Magnus Carlsen menait 2-0 suite à ses victoires dans les 6e et 8e parties. À la fin de mon débrief de dimanche, j'avais posé la question suivante: Nepomniachtchi peut-il se remobiliser? C'est la question que vous avez sur l'écran. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait, jusqu'à s'écrouler inexplicablement en un seul coup. Voyons tout de suite ce qui s'est passé dans cette 9e partie. C4, une partie anglaise aujourd'hui pour Nepomniachtchi, qui abandonne pour la première fois du match son coup E4, qui est utilisé précédemment sans réussir à franchir la défense E5 de Magnus Carlsen. C4, E6. Donc E6, ça vise à mettre le pion en D5 pour pouvoir reprendre en cas de pion prend, non pas avec la dame qui se fera attaquer par le cavalier, mais avec le pion. Voilà. Pion G3 qui prépare l'arrivée du fou en fianchetto. Pion en D5, donc le pion arrive au centre. Fou en G2. Sacrifice du pion C4 qui pourrait être assez facilement récupéré, par exemple par dame échec, mais on a d'autres possibilités également avec les blancs. Et pion D4 de Magnus Carlsen, un coup plutôt secondaire. Les noirs prennent de l'espace au centre, ils empêchent les blancs de mettre eux-mêmes le pion en D4. En contrepartie, le fou G2 a plus de champ maintenant que le pion a avancé. A noter que cette position est une sorte de Benoni inversé. Pour ceux qui connaissent la défense Benoni, qui est une défense avec les noirs contre le coup D4. Donc là on est à l'envers. D'habitude c'est les blancs qui prennent l'espace au centre. Et c'est rare aux échecs que ça, les noirs qui soient en mesure d'avancer comme ça au centre, d'avancer un pion aussi loin. D'ailleurs, avancer un pion très loin, eh bien c'est un petit peu délicat, il faut réussir à le protéger suffisamment, pas qu'il se fasse encercler par les pièces de l'adversaire, qu'il se fasse éliminer. Alors d'ailleurs, le coup E3, ça va être un coup clé dans cette structure de pion pour au moins fragiliser le pion ou espérer qu'il nous prenne, mais normalement ça n'arrivera pas. Voilà ce pion qui empêche, c'est par exemple KC3. A noter que cette position s'est déjà vue dans l'histoire des championnats du monde, c'était en 1948 dans la partie Keres-Botvinnik. Il aurait tout aussi bien pu faire cavalier F6, auquel cas Jan Nepomniachtchi aurait pu mener la partie vers une catalane qui avait été jouée par Magnus Carlsen dans ce match. Puis en D4, cavalier F3. A noter que cette fameuse partie Keres-Botvinnik s'était poursuivie par le coup très intéressant B4. Notons que les noirs ne peuvent pas capturer ce pion à cause de échec. Certes, on peut faire cavalier là pour défendre le fou tout en enlevant l'échec, mais le fou qui avait le champ libre peut capturer le cavalier et ensuite la dame s'empare du fou et les blancs ont gagné un fou. Donc après B4, il faudrait jouer autre chose. Par exemple, le coup de Botvinnik C5. Il y a d'autres possibilités de jeu, c'est une position déjà intéressante. Botvinnik avait gagné en 58 coups. Revenons à la partie, cavalier F3 de Nepomniachtchi. Cavalier C6, encore un coup pas très principal de la part de Magnus Carlsen qui fait beaucoup ça dans ce match. Il veut éviter les lignes principales pour éviter au maximum d'éventuelles préparations de Jan Nepomniachtchi. Mais malgré ça, il est tombé régulièrement sur des préparations très pointues, malgré des coups très rares. C'est encore le cas dans cette partie. Les coups habituels, c'est plutôt cavalier F6 qui est toujours un coup vraiment logique ici pour les noirs. Ou bien C5 qui vient très logiquement là aussi défendre le pion D4.
Mais il a préféré cavalier C6, défend aussi le pion en D4, et qui accélère le développement. Petit roc de la part des blancs, et fou C5 de la part des noirs. On peut se poser la question, pourquoi ce fou vient là? D'ailleurs c'est un coup très rare, ce coup. Et c'est vrai qu'on se dit, mais le fou est complètement gêné par le pion, pourquoi se mettre ici? En fait, il anticipe le coup E3, qui vise à prendre, et au moment où les blancs prendront, et bien soudainement, le fou, on va reprendre avec le cavalier, le fou sera bien placé, il défendra bien le cavalier, et puis il aura une diagonale plus intéressante. Voilà, donc c'est un coup d'anticipation. D3, cavalier F6, cavalier BD2. Dès que les blancs font A3, ce qui serait super s'ils arrivent à faire B4, et bien les noirs ils laissent pas faire et ils font pion A5. Et là on a une séquence typique de Benoni. E3, voilà, si les blancs font E3, ce qui est logique pour se débarrasser de ce pion qui est dans leur camp finalement, et qui est agaçant, il pourrait se passer par exemple un roc, et après pion prend, cavalier prend, soudainement on comprend pourquoi le fou est là, bien placé, il défend le cavalier, la dame a du champ sur la colonne, le pion est arriéré, et c'est satisfaisant pour les noirs. Je vous ai mis d'autres variantes dans le PGN, bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez approfondir tout ça, vous avez le PGN complet sur le site Repéchec, dans les articles. Cavalier B en D2, pion en A5. Pion A5 qui anticipe là aussi d'éventuelles poussées de B4. À noter que des fois le coup B4 arrive comme un sacrifice pour dévier le cavalier ou le fou de la défense du pion en D4. Cavalier en B3 attaque le fou. Le fou se replie sur E7. Il aurait pu aller sur A7, mais c'était un peu un embouteillage avec la tour. Donc c'était pas trop inspiré. Il y aurait eu fou D2, un joli coup pour attaquer le pion qui est justement plus protégé par la tour. Puis ce pion, bah évidemment on n'a pas envie de faire un coup comme B6 pour coincer complètement le fou sur A7. On va reparler de pièces coincées un peu plus tard dans cette partie. Le fou revient sur E7, pion sur E3. Voilà, donc les blancs qui veulent se débarrasser de ce pion, et les noirs qui peuvent soit essayer de le maintenir en jouant pion E5, qui n'a pas été fait, soit prendre. Il aurait pu jouer pion E5, donc une des dernières parties répertoriées, voire la dernière, ça s'était joué comme ça. Il y avait eu prise, la tour vient sur la colonne, un roc. On notait que si on fait A4, le cavalier on profite pour bondir parce que c'est cloué, et puis attaquer le pion. Donc plutôt un roc. Oups, j'ai fait une Nebomyachi. Petit roc. Et cavalier 5 pour éliminer ce cavalier, ouvrir pour le fou. C'était ça la partie. C'est légèrement mieux pour les blancs, mais rien d'incroyable non plus. Magnus Carlsen a pris sur E3. Question qu'on pouvait se poser, et j'ai pas beaucoup vu ce coup analysé aussi bien en direct qu'en différé, eh bien c'est pourquoi pas prendre avec le pion. Il a pris avec le fou, Nepomuk, mais pourquoi pas avec le pion? C'est un assez mauvais coup pour une raison très concrète. Bon, déjà on développe pas le fou, mais on pourrait argumenter qu'on a un gros bloc de pion au centre et qu'on ouvre pour la tour. Ça pourrait se défendre. Il y a un problème très très concret, c'est que les noirs font E5, donc ils avancent au centre, ils mettent un pion au centre, ils ouvrent pour le fou. On va voir que ce fou va rester coincé longtemps dans la partie. Et maintenant, il y a une idée de justement de venir là avec le fou pour éliminer ce cavalier, parce qu'il y a un combat pour cette case. Depuis le début de la partie d'ailleurs, un combat pour cette case. Au début, les noirs ont mis un pion dessus, et les blancs l'ont attaqué pour essayer de s'en débarrasser. Et maintenant, les blancs, ils veulent eux-mêmes avancer un pion au centre. Souci ici que s'ils se font éliminer ce cavalier et que l'autre cavalier peut se faire attaquer également, surtout qu'il s'est obligé de se mettre ici devant la dame, et là, ça va pas aller. Donc d'ailleurs, c'est ça la variante, hein. En cas de pion avance, pion A4, et il y a un problème. Un problème, parce que si on vient là, on perd ce pion. Et si on va là-bas, il nous prend, on prend, hop, et on perd ce pion. Donc on perd quelque chose, c'est une position délicate. Donc, on ne peut pas prendre vraiment avec le pion. Il faut prendre le droit. Cavalier G4 de Magnus Carlsen qui s'en prend à ce fou. Et il est vrai que si ce fou recule, par exemple, bon, déjà pas beaucoup de cartes intéressantes, s'il se met ici, le pion serait perdu. Eh bien, les noirs vont gagner du contrôle ici, pourquoi pas gagner plein de contrôle en faisant ça. Et le fou est venu en C5 pour
voilà, pour s'échanger contre le bon fou de l'adversaire, car le mauvais fou, vous voyez qu'il est là-bas. Alors, je ne sais pas si c'est techniquement le bon fou, parce que les noirs n'ont pas de pion au centre. En tout cas, c'est le meilleur des deux fous des noirs. Donc ça, c'est clair, et du coup, l'échange est logique. Et figurez-vous, vous voyez la pendule de Yann Nepomniachtchi à 1h49, il était encore dans sa préparation, impressionnant. Préparation extrêmement pointue, et ouais, vraiment remarquable, parce que c'est une sous-ligne de sous-ligne, il n'y a plus de parties dans la base de données, et encore préparé jusque-là, Nepomniachtchi. Et Magnus Carlsen qui était préparé aussi, mais beaucoup plus de difficultés de son côté pour essayer de se rappeler des coups, et sa pendule à 1h24. Il a 25 minutes de retard ici. Donc, s'est retrouvé plusieurs fois dans ce match, d'ailleurs. On pouvait s'y attendre avant le match, que Nepomniachtchi essaierait de jouer plus vite que Carlsen et lui mettre un peu la pression à la pendule. C'est ce qui s'est passé, sauf que ça n'a pas porté ses fruits. Ça aurait pu, hein. On sait que ça ne joue pas à grand-chose, mais voilà, depuis quelques jours, on sait dans quel sens ça a tourné. J'avance un peu mes notes. Petit roc, D4. Voilà, les blancs qui avancent au centre finalement sur cette fameuse case. Ils ont gagné le combat hein, pour cette case. Vous voyez à quel point ils contrôlent bien la case. Pion à 4. Attaque le cavalier. Il échange les fous. Cavalier C5. Cavalier trouve une belle case. Et A3. Alors, il se trouve que selon les analyses, et ce coup figurait probablement dans le fichier de Magnus Carlsen, mais il a des centaines de fichiers, avec des centaines de coups à l'intérieur, donc c'est dur de se rappeler de tout, et là, celui-ci, vraisemblablement, il s'en est pas rappelé, d'ailleurs il a dit à la conférence de presse qu'il a eu du mal à se rappeler de sa préparation, c'était E5 qui attaque au centre. Alors c'est très compliqué, parce qu'on sacrifie le pion, mais on est prêt à le sacrifier pour justement attaquer au centre et ouvrir pour ce fou qui est coincé derrière. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que les blancs ils font un clouage sur la dame, donc le pion ne peut pas prendre, et puis les noirs eux aussi ils font un clouage sur l'autre dame. Donc c'est très complexe, ça peut partir dans des lignes vraiment difficiles à juger, à comprendre et à calculer. Il n'a pas joué ça, même certaine, il a joué pion A3. Ici il a laissé une petite, alors vraiment petite, hein, parce que c'est... Je pense que dans l'ensemble, sur tout le match, il a laissé que vraiment des petits trucs dans l'ensemble. Magnus Carlsen, on pourrait discuter de la deuxième partie où il a quand même sacrifié une qualité et un pion. Il avait un cavalier en D6 pour équilibrer. C'est là où il a laissé peut-être le plus gros avantage à son adversaire, qui n'était pas facile à jouer. Et dans la sixième, il a laissé... Dans la cinquième, il a laissé C4 et 5, je crois que c'est la cinquième. L'idée C4 et 5 a été ratée avec les blancs dans l'espagnol par Nepomniachtchi. Et par contre, dans la sixième, dans le Zaknot, avant le 40e, il lui a laissé aussi quelques possibilités, bon, qui n'étaient pas très nettes, mais il y en avait quand même. C'était pas hyper net de prendre un avantage avec les noirs non plus, si je me rappelle bien. Voilà, donc il lui a pas laissé grand chose, il lui a laissé des miettes en fait, on peut le dire à peu près. Et puis surtout, ce qui fait la différence dans ces matchs, c'est que c'est le joueur qui arrive à saisir ses occasions. Et au final, c'est Magnus Carlsen qui a réussi. Le premier à s'en saisir. Alors, il a fait BA, il devait faire B4. C'était le coup plus intéressant qui pouvait lui donner un peu plus de chance de créer quelque chose dans cette partie. En fait, ce pion peut se faire encercler parfois par les blancs. La menace B5, ce serait mortel. Hein. Le cavalier devrait partir sur une case très désagréable. Il pourrait lui-même se faire encercler s'il essaie de se jeter dans la gueule du loup aussi, d'ailleurs. Donc, il vaudrait mieux qu'il prenne, à la limite. Tour là, alors en parlant d'encerclement, il ne faudrait pas qu'il se jette, pour le coup, vraiment dans la gueule du loup, puisque là, il serait complètement coincé. Encore un cas de pièce coincée. Il faudrait qu'il reparte, ou qu'il contre-attaque. Plutôt contre-attaquer, d'ailleurs, parce que s'il repart, juste les blancs vont prendre ce pion, ils sont contents. Donc, plutôt B6, ici. Et après B6, les blancs prennent, les noirs prennent, les blancs avancent leur tour. Et les noirs doivent faire très très attention à ce vis-à-vis ainsi qu'à celui-ci. Par exemple, ils ne peuvent pas prendre là, parce qu'après ça, ils auraient le cavalier attaqué, la tour attaquée, catastrophe. Donc il faudrait qu'ils bougent leur tour avant. Et les blancs en profitent pour récupérer le pion sacrifié par pion B4,
il y aura une position très légèrement mieux, mais regardez le fou qui vient quand même s'opposer au fou catalan, si on peut dire ainsi, c'était pas vraiment une catalane, mais on peut peut-être l'appeler comme ça quand même, vu qu'il y a une certaine ressemblance. Et ok, c'est symboliquement mieux pour les blancs. C'est pas incroyable quand même. Hein. Voilà. Bon, donc c'est pas le raté du siècle non plus. Il a fait B prend A. Tour en D8. Il aurait pu très bien prendre ce pion, il n'y avait pas de problème. Il a préféré faire tour en D8. Il crée une menace. C'est cavalier prend. Et en cas de cavalier prend, eh bien le cavalier en C5 n'a plus de protection. Donc la dame pourrait prendre. Alors vous allez me dire, oui, mais la dame blanche pourrait prendre le cavalier. Et oui, mais après, du coup, la tour peut prendre le cavalier. Donc c'est une menace. Cavalier B3. Il aurait éventuellement pu faire tour B1 ici également. Il est reparti, donc il solidifie son pion. Cavalier F6. Le cavalier repart, il n'avait plus rien à faire là. Tour 20. Et dame prend 3. Il aurait pu prendre de la tour aussi. Dame 2. Et on va faire un petit point sur cette position. Les deux camps ont chacun leurs problèmes. Les deux camps ont plutôt une bonne position. Mais ils ont aussi des soucis à résoudre. Chez les blancs, il y a ce pion qui est sous pression. Il est attaqué 2 fois, défendu 2 fois. Du coup, les deux cavaliers peuvent pas trop bouger pour l'instant. Sinon, le pion se ferait prendre. Et ils ont un souci avec cette tour, qu'aurait bien aimé venir par exemple au centre. On peut consolider ce pion, justement. Peut-être à un moment pousser. Ça pourrait être intéressant. Mais ce pion sera en prise par la batterie noire ici sur la colonne. Pion arriéré, hein, en A2. Et les noirs, eux, leur souci, c'est ce fou là. On a parlé souvent du coup au 5 dans l'ouverture, mais finalement il n'a pas été fait. Et maintenant les blancs ont surveillé 4 fois cette case. Et pour le sortir, c'est pas évident. Soit on met là, mais on sait pas trop où on va. C'est ce qu'il a fait plus tard dans la partie. Et il s'est enlevé pour laisser passer sa tour. Et il était là en position un peu d'attente. Voilà, l'objectif de sortir le fou, c'est pour relier les tours entre elles. Qu'elles se protègent. Toujours bien après l'ouverture. Et il a joué H6 ici pour enlever le mat du couloir. Voilà, parce que le mat du couloir, on peut dire, oh oui, mais c'est encore loin. Ben, là, c'est pas si loin, parce qu'il suffirait que les blancs, à un moment, envisagent ce coup, que les noirs prennent, et soudainement, on devra faire attention. Après une reprise, il y aura soit le cavalier, soit la tour qui prendrait, on suppose. Et ce jour-là, peut-être que la dame pourra foncer tenter un couloir. Alors, au détail près que pour l'instant, il y a cette dame sur A3 qui pourrait revenir à la fin. Mais quand même, on va pas trop s'amuser à laisser ça traîner, parce que la dame va peut-être pas rester là tout le temps. Et donc, il fait H6. Comme ça, il est débarrassé. H4 répondu très vite par Nepomniachtchi. Vous voyez l'avance qu'il a à la pendule ici, 23 minutes encore. Alors là, il y a une idée qui est pas mal du tout. C'est qu'à un moment, il veut pouvoir bondir avec son cavalier. Et à ce moment-là, il va pouvoir appuyer la poussée G4 et grâce au pion H, faire G5 et essayer de cibler le roi qui est un petit peu délaissé par ses pièces. Voilà. Bien que la dame puisse quand même revenir. Mais c'est une idée, une belle idée. Donc là, on voit les coups d'anticipation des deux joueurs H6, H4. Fou en D7. Ouais, il savait pas trop quoi faire ici, Magnus Carlsen. Il avait une autre possibilité. C'était tour A7. Voilà, parce que ce qui serait pas mal, encore une fois, pour neutraliser ce fou et sortir ce fou, ce serait de se mettre là. Ça pourrait être pas mal. Alors, il faut surveiller le clouage, quand même. Et puis le clouage, il est tout de suite là, en fait. Donc là, c'est tout de suite très agaçant. Donc, il pourrait le préparer. Il pourrait préparer ce développement en faisant tour là. Il enlève sa tour en face du fou, toujours un bon réflexe. Et puis, il prépare ce coup. Voilà. Là, ce serait complètement raisonnable pour les noirs. Position tout à fait respectable et solide de la côté noire. Il a préféré faire fou D7 après quand même une réflexion, vous voyez, de plus de 12 minutes. Donc, il se sentait pas très confortable ici, Magnus Carlsen. Cavalier E5, Nepomniachtchi qui profite que le fou gêne la tour pour bouger l'un des deux cavaliers qui protégeait. Et il vient sur une belle case. Ici, les noirs qui n'ont juste pas du tout envie de prendre à cause de pion prend. Regardez ce pauvre cavalier qui ne sait pas trop où aller, soit sur une case bizarre, soit sur une case bizarre. Admettons qu'il joue ici. Et puis, juste les blancs qu'encaissent le pion B7 et ce pauvre cavalier qui ne sait pas trop comment ressortir pour l'instant. Donc ça serait vraiment mauvais pour les noirs qui ne prend pas Magnus Carlsen, pas pour l'instant en tout cas. Il va attendre que ce soit le bon moment. Et il recule son fou,
comme il avait prévu. Hop. Maintenant, il réattaque sur D4. Alors là, il y a une situation intéressante. On pourrait se dire, mais les blancs, ils peuvent quand même créer des pions doublés isolés. C'est un peu, on a vu plusieurs fois déjà dans ce match des pions doublés isolés. Donc je trouve que c'est intéressant parce que je sais que les amateurs ont souvent une certaine phobie des pions doublés isolés. Déjà des pions doublés tout court, ce qui pour moi demeure un peu inexplicable. Et des pions, alors les pions doublés, je vous en parle même pas s'ils sont isolés. Donc admettons cette séquence de coup. Très position intéressante à regarder ici. Les deux joueurs ont correctement jugé cette position comme n'apportant rien aux blancs. Malgré ces pions doublés isolés qui peuvent plus du tout se protéger ni entre eux ni avec d'autres pions à côté. Ce qui est généralement effectivement un handicap structurel à noter, mais pas toujours très grave. Ça dépend des situations en fait. Voilà. C'est surtout grave d'ailleurs si c'est sur une colonne. Hein. Parce que là, il y a une tour qui commence à les attaquer, ça devient pas très drôle. Mais là, il y a un pion devant, donc c'est pas la version grave. Et puis, il y a d'autres choses qui se passent dans cette position. C'est que les blancs, ils ont ce pion toujours sous pression. Ils ont du mal à sortir toujours cette tour. C'est quand même très pénible de ne pas pouvoir sortir une tour aux échecs. Regardez la différence entre les tours noires qui ciblent des pions de l'adversaire, alors que les tours blanches, bon, bah, elle protège son propre pion. Et puis la tour là, elle est pas trop mal, mais bon, elle tape là-dedans, quoi. Donc, c'est pas aussi bien. Donc ça, c'est déjà un première compensation pour les noirs. Et puis les blancs, ils ont beaucoup de mal. Voilà, il y a ce pion qui est sous pression aussi. Cavalier, comment il va bouger si le pion est sous pression. Les noirs, ils ont des options. Il peut mettre dame là pour mettre la pression là. Donc il y aura pression là, là, là. Et puis après, il peut, par exemple, lancer sa tour là et peut-être doubler. Ou alors, il peut faire peut-être des choses même avec le cavalier pour venir taquiner les pions. Donc, il a des options, alors que les blancs ont très peu d'options. Donc ici, c'est égal en vérité. Voilà. Je voulais vous montrer cette position. Du coup, Nepomuk, il a protégé son pion avec sa dame, plutôt que de prendre en C6. Parce qu'effectivement, ça laisse quand même un petit problème côté noir avec ce fou. Donc dame 3, là, très bon coup de Magnus Carlsen ici, il joue dame B4. Il met une pression ici, et puis juste il libère la case pour sa tour, et après il pourra envisager toujours de doubler sur A. Il y a un petit piège aussi qu'on peut remarquer, c'est que les blancs auraient peut-être eu envie d'avancer leur dame pour se rapprocher peut-être de leur plan de G4, G5. À noter que c'était pas trop possible, mais c'est un plan très intéressant hein, sur le principe. Et là, il y a un gros piège. C'est juste parce que cette dame elle est là et qu'elle met la pression sur la tour, mais la tour prend un 2 qui sort un peu de nulle part. Et si on prend maintenant, on perd la tour sur l'échec. Terrible. Petit piège. La dame qui peut pas aller où elle veut. Déjà qu'elle est occupée à défendre le pion, mais elle peut même pas quitter la défense de la tour pour l'instant. Donc Nepomuk, bien sûr, il tombe pas là-dedans. Enfin, bien sûr. Je dis ça, mais bon. Vu certains coups qu'il fait depuis 2 jours, malheureusement pour lui. Bon, enfin bref. Il est concentré pour l'instant, il a 1h02. Contre 26 minutes. Regardez la pendule Carlsen qui est descendu quand même. Tour B1. Menace là. Juste, la dame noire sera attaquée, puis derrière, il y aura cavalier prend. Donc, c'est le moment que Carlsen choisit pour faire cavalier prend E5. Puis on prend. Attaque le cavalier. Et là, cavalier G4, attaque la dame et pression sur le pion. C'est une case un peu inconfortable, comme on va le remarquer. Je suis un peu étonné qu'il n'ait pas plutôt joué cavalier D7. C'est plus central, ça met aussi la pression sur le pion, mais il y a d'autres options. On contrôle ça, donc il n'y a pas de KC5, on pourrait prendre simplement. Et puis voilà, ça paraît un peu plus intéressant. Il y a tour A3 qui va arriver, il y a ce pion qui traîne toujours. Ça a l'air plus. Ouais, je suis étonné que Magnus Carlsen n'ait pas joué ce coup. Et il avait certainement ses raisons, G4 attaque la dame. Puis honnêtement, il se sent pas super confortable ici, il a encore plus de 30 minutes de retard à la pendule. Position où il y a des questions, il y a des choses à régler. Et je pense honnêtement, enfin, dur à dire, mais je suis pas certain qu'il ait pensé à la réponse de Nepomuk, qui a joué un très bon coup ici, dame 1. Une autre option, c'était dame C5, et ça, j'imagine que Carlsen y avait pensé. Mais, dame 1, en fait, il est en position de défense ici, Magnus Carlsen, pour 2 raisons. Premièrement, il mène 2-0 dans le match. Deuxièmement, il a les noirs, et il est sous pression un peu depuis le début de la partie, aussi bien sur l'échiquier, même si il arrive bien à tenir quand même, que à la pendule. Et là, par contre, il n'y a pas photo.
Et quand on est comme ça, en défense, sur plein de plans, on peut facilement oublier les coups de l'adversaire qui reculent complètement. Ça, c'est aussi, par exemple, les coups de recul. Je crois que c'est un chapitre du très bon livre d'Emmanuel Neyman et de Affec. Ils l'ont écrit à deux, qui s'appelle Les coups invisibles. Et c'est vrai qu'aux échecs, on a envie d'avancer sur l'adversaire. Et des fois, on oublie, notamment avec des pièces comme le cavalier, ou éventuellement la dame, voilà, les coups qui reculent complètement comme ça. Et bien malin de la part de Nepomniachtchi, parce que il veut se débarrasser de cette dame qui fait de la pression depuis tout à l'heure, et il menace ça. Regardez le cavalier qui est coincé, donc c'est vraiment la thématique de cette partie, hein, pièce coincée. Je crois que j'ai pas de conseil de la semaine à ce sujet pour l'instant. Je vais vérifier. Si j'en ai un, je vous le mettrai là-haut. Et voilà pourquoi aussi le coup cavalier G4 un peu discutable, quoi. Hein, on n'a pas de case. Et il faut qu'on fasse attention de ne pas se faire attraper. Donc il y a eu l'échange des dames. Tour point 20. En plus, ça a encore coûté une réflexion, là, l'échange des dames, 5 minutes. Et là, Magnus Carlsen, il se rend compte qu'il y a la menace sur le cavalier, il fait H5. Alors, il y avait une proposition très intéressante, très active, très instructive de l'ordinateur, c'était la tour en D3. Idée sur F3, qui serait une erreur, cavalier bondi sur E3. Et on attaque le fou, on attaque le pion, ça va pas du tout. Tour D3, je crois que j'ai continué la variante. Oui, admettons que le fou prenne là-bas, comme dans la partie, et que la tour vienne sur A3. Regardez ici la menace. En fait, j'adore cette position parce que elle montre très très bien le type de compensation qu'on peut obtenir contre un pion, et notamment Magnus Carlsen, depuis le début de la partie, il est pas fou, il sait très bien qu'il exerce une pression sur les pions de son adversaire, et ça, il sait que c'est bien, et que même des fois quand on perd un pion, on a encore cette pression qui est pénible. Et là, il y a toujours cette pression agaçante là-dessus, et il y a une menace ici qui est un petit peu cachée, c'est cavalier prend pion, et en cas de tour prend, eh bien, tour D prend, et on joue sur le clouage, parce que cette tour sera plus protégée. Et il y a aussi fou A4 qui peut augmenter la pression au moment si besoin, et on ne sait pas trop quoi proposer comme coup avec les blancs. Cette tour doit défendre ce pion, cette tour doit défendre ce pion, c'est un peu la cata, quoi. Donc pas trop d'idées. Donc jolie ligne ici, tour D3, coup actif. Bon, H5 de Magnus Carlsen, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait une case pour son cavalier, pour pas le perdre. Plutôt une bonne idée. Et là, préparez-vous au tournant de la partie. Fou prend B7 joué par Nepomniachtchi avec 54 minutes à la pendule, vous le voyez. Tour A4 répondu par Magnus Carlsen. Plutôt malin. Et l'attaque le pion. On pouvait s'attendre à un autre coup. C'est tour A3. Ça fait depuis tout à l'heure qu'on attend que cette tour vienne sur A3. D'ailleurs, c'est pas facile quand depuis une heure, en fait, en gros, voire plus. Parce que dès qu'il a fait A3, pion prend A3, il a décidé finalement de faire dame prend A3, mais il aurait pu très bien faire tour prend A3. Donc quand ça fait une heure qu'on calcule des variantes, comme quand par exemple il a fait dame B4 pour faire tour A3, on calcule tour A3, tour A3, tour A3, à un moment on ne pense pas à un coup comme tour A4. Et c'est là aussi où il est très fort Magnus Carlsen, c'est qu'il a la grande souplesse d'esprit. Alors c'est souvent une des très grandes forces des grands joueurs, pas que les champions du monde, mais c'est vrai que les champions du monde, des fois ils poussent le truc au-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de blocage, enfin ils arrivent à passer par-dessus les blocages naturels. Et c'est vrai que donc, tour A4 c'est un premier exemple. Et il va y avoir le deuxième exemple qui va suivre. Oui, je disais tour A3, très logique, parce qu'en fait il laisse cette case pour son fou. C'est vrai qu'on veut dire vraiment, tour A3 on a envie de le jouer depuis tout à l'heure, ça met la pression sur le cavale, ça met la pression sur le pion, et puis le fou qui est en train de dormir là-bas, on a envie de le lancer sur A4, quoi, pour attaquer ce cavalier. Donc vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient joué ça. Mais non, Magnus Carlsen il fait tour A4. Il attaque le pion. Nepomniachtchi réfléchit pendant 5 minutes. C'est comment je vais défendre mon pion. Un peu embêté parce qu'il est déjà en train de protéger celui-là, donc cette tour peut pas vraiment s'en occuper. Cette tour est déjà en train de défendre celui-là, donc elle peut pas vraiment s'en occuper. Donc pas évident, quoi. Et en fait, c'est vrai que la meilleure solution pour les blancs serait de le laisser, ce pion. Le laisser faire F3. Faire F3, cavalier repart, et probablement ramener ce fou là-bas qui a plus rien à faire, il a pris le pion. Fou au centre, on laisse ce pion
probablement les noirs n'ont pas trop intérêt à le prendre. Parce qu'après tour là, il vaut mieux, s'ils échangent, ils vont être mal. Regardez ici. Maintenant, la tour attaque un pion. Donc, vous voyez à quel point, c'est pas la première fois qu'on en parle dans ces vidéos, les échecs, c'est aussi attaquer l'adversaire. Et on l'oblige à se défendre. Et depuis tout à l'heure, c'était les tours noirs qui attaquaient des pions blancs. Maintenant, c'est la tour blanche qui attaque le pion noir. Et ce pion passé, bah, il n'est pas du tout à négliger, parce que dès qu'il va commencer... Alors là, il y a le fou encore qui surveille cette case, mais quand même, dès qu'il va arriver là, il va être soutenu par le cavalier, et puis il risque d'aller au bout, hein, parce que le fou va se mettre là, et c'est fini. Donc là, c'est une mauvaise position pour les noirs, très délicate. Bah, déjà, pour défendre ce pion, on est en galère. Hein. Il faudrait se décaler. Voilà. Il faudrait se décaler, et espérer avoir du contre-jeu. Voilà, on va perdre celui-là. C'est pas la joie. Donc, tour pour C4, c'est pas formidable. Faudrait faire plutôt cavalier F5. On ramène ce cavalier qui fait rien. Et sur roi F2, maintenant, on pourrait prendre sur C4. Et sur fou prend, pion prend, il défend. Et voilà, on est content. On met toujours la pression. On peut peut-être jouer des coups comme ça. On peut jouer des coups comme ça. On peut jouer des coups comme ça. On peut peut-être juste mettre le fou ici. Pas mal d'options. Ok, ça c'était... S'il avait joué un coup logique, F3, par exemple. Ou ramener le fou tout de suite éventuellement. Mais F3, ça stabilise le fou ici. Oui, parce que fou 4 cavalier prend E5, d'ailleurs. Donc, non. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a dit, mon pion est attaqué, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'avancer. C'est hyper logique. Il a perdu le sens du danger, comme il l'a déclaré lui-même. Après la partie, je vous mettrai quelques citations à la fin. Je ne pensais pas que je pouvais faire une gaffe dans une position comme ça. C'est aussi... J'ai parlé de lucidité dimanche, dans le débrief de la 8e partie. Je trouvais que Nepomuceno avait manqué beaucoup de lucidité dans ce match, bah surtout depuis quelques jours, par rapport à Magnus Carlsen. Et aussi... Alors c'est dur, voilà. Je parlais de l'implication, de rester à la table. Personnellement, très impressionné à quel point Magnus Carlsen est resté beaucoup assis. Mais bon, peut-être que c'est aussi à cause du contraste avec Nepomniachtchi. Mais quand même, par exemple, dans cette partie, il joue le coup gagnant ici, que je vous invite à chercher en mettant la pause si vous ne l'avez pas déjà vu. Les noirs jouent et gagnent. Vous pouvez mettre la pause. Il joue le coup, c'est-à-dire C6. Fou complètement coincé. Terrible. Fou qui se fait coincer comme le fou de Bobby Fischer en 1972 dans le match du siècle contre Boris Spassky. J'ai la photo. Voilà, Bobby Fischer qui appuie sur la pendule et vient de prendre le pion sur H2 avec son fou. Et les blancs, ils ont fait pion G3. Coup classique, coup qu'on apprend à l'école quand on commence les échecs et qu'on se fait coincer le fou sur le bord. Comme ça. Et il a perdu cette partie. Il était mené 2-0. D'ailleurs, lui aussi, après cette partie, comme Nepomniachtchi, avant celle du jour. Et puis il est remonté, il a gagné. Mais, ouais, ça faisait penser à ça. Et donc, Magnus Carlsen, je finis ma phrase, que j'ai commencé il y a à peu près 2 minutes. Il joue ça. Donc déjà, il voit le coup très vite. Hein. Il voit le coup très vite. Je pense que ça lui a pris moins de 10 secondes ou quelque chose comme ça. Et je vous montre d'ailleurs une photo de Magnus Carlsen. Alors, c'est une des photos, il y en a peut-être des encore meilleures. Le mieux, si vous pouvez, c'est d'aller voir la vidéo. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de la FIDE, FIDE, donc FIDE Chess, ça s'appelle. Et vous allez voir le live qui dure dans les 5 heures de la partie numéro 9. Et si vous allez à l'endroit, à cet endroit, vous trouvez à cet endroit de la partie, vous trouverez sans peine. Et vous pouvez voir le langage corporel de Magnus Carlsen pendant 3 minutes. C'est 3 minutes de réflexion où il fronce les sourcils, il essaie de comprendre. En fait, il a vu très vite que C6 ça gagne le fou en gros. Il vérifie. Et c'est pas, il se dit ah ouais, C6 ça gagne le fou, il joue C6 et puis voilà. Non, pendant 3 minutes, il essaie de se dire mon adversaire vient de réfléchir 5 minutes, il me donne un fou. Il y a un piège quelque part, c'est pas possible. En fait, il a de la peine à y croire. Et il réfléchit 3 minutes, il vérifie avec, et puis il se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de piège, et donc il joue C6. Et il reste à la table, alors que quand on joue un coup comme ça, et en plus on sait ça gagne, on peut franchement être tellement
tenter de se lever, surtout qu'à face, il n'y a pas son adversaire. C'est même pas, on pourrait se dire... Enfin voilà, il n'y a pas de manque de respect ou rien. Juste au contraire, s'il n'est pas là, on peut encore plus tenter de se lever. On dérange personne, quoi. Et il reste à la table. Et il reste. Et Nepomniachtchi, dans sa salle de repos, avec l'écran, il a vu. Et il se dit, purée, j'ai encore fait une gaffe, c'est pas possible. Et en fait, il essaie de récupérer psychologiquement le joueur russe pendant 18 minutes, je crois, ou 17 minutes. Il reste. Il revient pas, quoi. Il avait 49 minutes, il est revenu vers 31. 31, il est revenu. Et pendant tout ce temps-là, si je ne me trompe pas, quasiment sûr, Carlsen, il reste assis pendant 17 minutes. Ça, je trouvais que c'était... Ça nous disait quelque chose sur l'implication des joueurs. Voilà. Un petit quelque chose. Je crois que j'ai beaucoup parlé et que le débrief est déjà très long, etc. Bon, mais de toute façon, maintenant, on a quasiment tout dit sur cette partie. Il a coincé le fou. Je vais juste vérifier mes notes. J'ai juste 2-3 trucs à vous dire pour finir cette partie. La fin est assez anecdotique. Il y a un ou deux trucs intéressants seulement à montrer. Il fait pion F3. Vous voyez sa pendule qui est tombée à 30. En fait, il a réfléchi que 2 minutes à peu près pour faire pion F3. Cavalier H6. Cavalier s'en va. La tour vient là. Propose l'échange. Évidemment, c'est refusé. Puisque si la tour s'en va, le fou pourra s'échapper. Et il protège son fou. Mais il y a 2 tours qui attaquent le fou. Alors, pour un décryptage plus complet de ce coup, d'ailleurs, avec des raisons psychologiques, etc., juste un petit mot pour vous dire que ce coup, c'est 6. On peut vraiment avoir du mal à y penser avec les noirs. Le coup n'est pas venu forcément à l'esprit immédiatement de tous les commentateurs. Par exemple, Anish Giri et Vishy Anand, oui, mais pas tous les autres. Je ne donnerai pas de nom. Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, on veut sortir ce fou. Et donc, on est concentré stratégiquement sur sortir ce fou. Même on pourrait se dire, fou B5, c'est une bonne idée. On sort ce fou, quoi. Et il faut surmonter le blocage psychologique de dire, je vais enterrer mon propre fou. Enfin, j'envisage d'enterrer mon propre fou. Mais évidemment, c'est là où, si on arrive à passer par-dessus, on se dit, oui, je l'envisage. Mais c'est très dur parce que le cerveau il dit non, n'y pense même pas, quoi. Ne pense même pas à enfermer ton propre fou. Mais si on arrive à se dire j'y pense quand même, et là on se dit ah ouais, c'est génial en fait d'y penser quand même parce que je gagne un fou. Voilà. Donc tout ça j'en parle dans le coup du jour, qui était évidemment cette gaffe terrible, pion C5 et l'enfermement du fou. Donc je vous mets le lien là-haut. Voilà. Je donne un peu plus de détails. Et puis nous on avance. A4, il lance son pion passé. Tour B6 plutôt malin. Comme ça, il gagne un coup. Il va gagner un coup sur la tour, potentiellement. Voilà, son but, c'est d'essayer de faire une dame. Mais les noirs, ils ont un fou entier de plus. Donc, ils ont... Par contre, voilà, ils en foutent plus. Mais j'ai déjà vu beaucoup de parties d'amateurs où il y a une pièce de plus. Mais les pièces, elles restent loin. Du coup, ça ne va à rien, quoi. Du coup, ça sert à rien d'avoir une pièce de plus. Donc, Magnus Carlsen, il ramène vite son cavalier qui était sur le bord. Pion A5. Tour en B8. Pion A6, allez, le pion qui part. Et là, impressionnant encore, Magnus Carlsen. Qui... Bon, alors, c'est plus facile d'être impressionnant quand on mène, quand on a une position gagnante. Évidemment, je suis d'accord. Mais quand même, il a 11 minutes, il réfléchit 7 minutes pour faire un coup que peu de joueurs, honnêtement, même des grands maîtres, auraient fait. Il part à l'opposé avec son cavalier. Alors qu'on se dit, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête ce pion, quoi, il a 2 cases de dame. Il s'est rendu compte qu'il pouvait faire échec et revenir encore le choper à temps. Pardon, je vais essayer de faire des flèches qui ressemblent à des flèches. Et venir le rattraper juste pile à temps. Et il a vérifié ça pendant 7 minutes, parce que s'il se trompe, c'est la honte. Hein. Mais il a fait l'effort. En fait, c'est ça qui est aussi caractéristique des champions du monde, pour le coup, je pense. C'est pas, il se dit... Parce qu'il peut vraiment faire genre ça, puis venir là. Et il va l'arrêter, le pion. Hein. Ou par en dessous. Il n'y a pas de souci. Les deux sont très très bien. Les 2 coups gagnent la partie. Mais il fait l'effort de se dire, est-ce que je pourrais pas, par hasard,
prendre ce pion et gagner quand même la partie plus facilement. Il sait très bien qu'il va gagner s'il fait un autre coup. Il fait quand même l'effort d'aller chercher plus. Donc ça, c'est la marque des champions. Cavalier à 4. Donc C5. Alors attention, on peut toujours perdre. Voilà. Il faut être très précis par contre. Hein. S'il fait tour à 8 en se disant, bon, de toute façon, il faut que je bloque. Ah, cavalier attaque la tour. Si la tour s'en va au mauvais endroit, le pion va partir. La tour doit bloquer. Et le cavalier n'arrête pas d'attaquer la tour. Et la tour se fait attaquer perpétuellement. Et c'est match nul. Ok, donc il fait pion C5. Il libère son fou pour venir là pour arrêter le pion. Et le fou de plus se rend utile. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Pion A7. Tour D8 est également, là, faut être précis, parce que si on fait tour A8, c'est vraiment une grosse erreur. On perd la tour. Donc tour D8. Et puis, après, cavalier prend C5. Il a fait tour A8, il y a eu abandon. À noter, pour terminer, que par exemple sur tour B1, alors on va monter juste deux lignes. Cavalier B6, on fait fou C6. Il fait une dame. Ok, il gagne un fou. Mais on va gagner le pion. Ça va faire 3 pions de plus. Donc fini. Puis cavalier sur A8, ça n'aide pas. Dernière variante. Tour B1. Idée tour B8. Puissant comme idée. Ça gagne un fou. Alors attention, les noirs qui ne doivent pas se tromper. Ils doivent bien faire tour A8 pour venir s'emparer du pion. Tour B8, tour prend, échec, roi là. C'est important qu'il n'y ait pas de couloir. Vous vous rappelez du coup H6 tout à l'heure. Le cavalier prend, on va se dire, oh là là, on n'a plus qu'un pion d'avance. Ok, mais en fait, je vais prendre celui-là, ça va faire 2 pions d'avance. Puis après, probablement, il va prendre un des deux, voire les deux, sans en perdre un seul, puisqu'il peut par exemple mettre son roi là pour protéger tous ses pions. Et c'est complètement gagnant. Voilà, il a pris du temps pour voir ça, par exemple. Et c'est un abandon après tour à 8. Est-ce que c'est bien sur l'écran? Oui. 1 minute 41 à la pendule. Magnus Carlsen pour jouer son dernier coup. Il lui restait large. Et voilà pour cette partie. Je vous montre les moments clés. Si vous voulez les lire, vous pouvez mettre la pause. Vous pouvez également les retrouver sur le site Europe Échecs. Bilan de la journée. Alors les scores d'abord. Oui, débrief est long. Et alors? Score du match. Voilà, 6-3. Ça allait très vite. Hein. Il y avait 2,5, 2,5. Maintenant 6-3. Et il reste que 5 parties. Mathématiquement, c'est pas fini. Mais de manière réaliste et psychologique et tout ce qu'on veut, c'est quasiment fini. Donc, bilan de la journée. Une énorme désillusion pour Jan Nepomniachtchi, qui était reparti au combat après l'arrivée de Sergei Karyakin en renfort et avait plutôt bien joué avant sa gaffe. Sergei Karyakin, prétendant au titre mondial en 2016 contre Magnus Carlsen, qui l'avait poussé au départage. Alors si Nepo avait maintenu son retard de 2 points, qui était le cas avant la partie, avec une nulle, qu'aurait été une conclusion logique à cette partie, il aurait encore eu 5 parties, dont 2 avec les blancs, pour garder un mince espoir de revenir. Mince, je vous l'accorde. Mais, quand même, maintenant, avec 3 points de retard, il est quasiment acquis que Magnus Carlsen va conserver son titre et gagner son 5e match consécutivement en championnat du monde. Le record, c'est 6 matchs, co-détenu par Emmanuel Lascar et Garry Kasparov. Donc il joue pour écrire l'histoire, ici, Magnus Carlsen, et il y est presque, au niveau de son 5e en tout cas. Il n'est pas encore à 6. Hein. Peut-être que le 6e, peut-être que pour le 6e, il devra battre un joueur français. Peut-être, on sait pas lequel, mais peut-être. On a une petite idée sur l'identité. On a 2 noms en tête. Alors, partie 10, on se projette pour finir ce débrief. Ah oui, je vous ai pas montré les citations. Hop, quelques citations de la journée. Je vous laisse mettre la pause si vous voulez les lire. Donc, partie 10. Alors, à quoi on peut s'attendre?
pour cette 10e partie qui aura lieu ce mercredi. Je vois 2 questions. Première, est-ce que Nepomniachtchi peut stopper l'hémorragie? Parce que maintenant, c'est l'hémorragie. Donc c'est la question que je vais mettre sur l'écran. Voilà. Deuxième, Carlsen a-t-il plutôt envie de finir en roue libre ou ne sera-t-il pas contre aggraver le score? En un sens maintenant, même si c'est dur à dire, c'est presque est-ce qu'il va avoir pitié de son adversaire? Je ne sais pas si Carlsen aura encore la motivation d'aller chercher des victoires contre un Eppo qu'on pourrait ce soir comparer à un animal blessé. Qu'est-ce que le Norvégien a à gagner, à part quelques points Elo? Est-ce que ça l'intéresse vraiment de gagner, d'aller chercher des parties? Franchement, quand on joue un match pour le titre mondial, on s'en fiche complètement des points Elo. L'enjeu est complètement ailleurs. Sauf que, maintenant, on peut légitimement considérer que les chances de Nepomniachtchi de revenir sont proches de 0. Donc, finalement, si Carlsen considère que ses chances de perdre ce match sont proches de 0, bah en un sens, il peut jouer confortable et faire un peu ce qu'il veut. J'avoue que j'ai du mal à faire une prédiction. La situation est très inhabituelle. Carlsen a 2 façons de mettre fin à ce match, maintenant. Une victoire et une nulle, dans les 2 prochaines parties. Auquel cas, il atteint 7,5 points et c'est fini. Ou bien 3 nuls dans les 3 prochaines parties. Si jamais il en perd une, ça durera plus longtemps. Comment vous pensez, vous, que ça va se finir? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. La 10e partie aura lieu ce mercredi à partir de 13h30. Ce sera à suivre en direct sur le site Europe Échecs via interface de retransmission et les articles dédiés avec de nombreux textes. Si vous avez des questions au sujet de cette partie ou du match, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Ça aide ma chaîne. Merci à vous. Merci de votre attention et je vous dis à demain, mercredi, pour la suite de ce championnat du monde 2021. Bonne fin de soirée!